Bienvenue dans Slalom, le podcast sur Jean-Baptiste Grange, un documentaire audio qui retrace la carrière hors norme de cet immense champion. En l'espace de 4 ans, entre 2007 et 2011, le palmarès de Jean-Baptiste se remplit vite. Des slaloms prestigieux, un globe de la discipline et un premier titre de champion du monde avant un nouveau sacre en 2015. Seuls les Jeux Olympiques lui auront résisté avec 0 médaille en 3 participations. Durant sa carrière, le skieur de Valloire fait face à de nombreuses blessures physiques et mentales. La première apparaît en décembre 2009 et l'éloigne du circuit pendant plusieurs mois. Jean-Baptiste doit alors traverser des montagnes russes avant de retrouver le sommet mondial. Pour en parler et par ordre d'apparition, voici les personnages que vous entendrez dans ce 4e épisode aux côtés de Jean-Baptiste Grange. J'ai attaqué une rééducation du genou. Il fallait que je cours pour commencer, que je trottine. Et en fait, j'arrivais pas à trottiner parce que j'avais trop mal au dos, quoi. Donc là, tu te dis, bon, je suis pas encore sorti d'affaire, quoi. David Chastan, le chef du groupe technique de l'équipe de France à cette époque et qui va accompagner Jean-Baptiste dans ses différents combats. On a essayé de l'encadrer et d'accompagner au mieux, mais c'est sûr que dans ce moment-là, les athlètes, ils sont tout seuls. On a beau les appeler et tout, c'est eux qui sont tout seuls en face de leurs problèmes. Annick Grange, la mère de Jean-Baptiste, proche essentielle pour faire face aux moments de doute. Je dirais même il était prêt à arrêter le ski à ce moment-là. L'état d'esprit, c'était ça. La veille des championnats du monde, c'était dire non mais je vais mettre les skis au placard, ça va plus, quoi, ça sert à rien, si j'arrive pas. Voilà. Julien Liseroux, le coéquipier qui va se retrouver blessé en même temps que Jean-Baptiste en 2012 et qui va être témoin de cette remontée au sommet mondial en 2015. Et du jour où on est blessé, en fait, on est éjecté, attention, hein, c'est pas qu'on vous pousse dehors, mais c'est que la situation fait qu'on est éjecté de ce microcosme et que on se retrouve à la maison tout seul avec ses béquilles ou son fauteuil roulant. Et enfin Loïc Brun, le fidèle technicien de Jean-Baptiste depuis ses débuts, celui qui va l'aider au niveau du matériel pour revenir à chaque fois à son niveau d'avant-blessure. Et il y a quelque chose qui m'a complètement marqué sur cette course, c'est que je reconnaissais pas Jean-Baptiste Grange skier. Et notamment sur les enchaînements de figures où il se faisait dépasser par la vitesse comme s'il skiait sur des rails, comme si la chaussure ne lui permettait rien du tout. Ce 4e épisode revient donc sur les moments où Jean-Baptiste a dû lutter avec son corps, mais aussi avec sa tête pour devenir double champion du monde de slalom. Par rapport au hernie discale, en fait, c'est vrai qu'il y a eu déjà une première partie avec un plâtre. J'ai eu 3 mois de plâtre, après j'ai eu 1 an de corset. Physiquement, après, je me souviens plus très bien. Je me souviens avoir eu des grosses douleurs vers 14-15 ans. C'est vrai que c'était pas toujours facile. En fait, j'avais pas le choix. Si je voulais continuer à réaliser mes rêves de gamin, continuer à faire le sport que j'aimais, fallait que je serre les dents. Et depuis tout petit, si je voulais réussir en ski, il fallait que je cache un peu cette douleur. Il fallait pas que j'en parle. Toute ma carrière, ça m'a suivi. Et toute ma carrière, j'ai mis des bandes d'emplâtre américain pour me chauffer le dos à tous mes entraînements. On n'a pas économisé par rapport à ça. Au début, on a vraiment fait les mêmes charges de travail. Il n'y avait pas d'adaptation. Parce qu'il fallait qu'il travaille là-dedans. Mais on l'a laissé se gérer et on lui a fait confiance sur son ressenti au niveau de son corps. Mais après, petit à petit, effectivement, on a aménagé et la quantité et puis le nombre de journées de ski. J'ai le bas du dos qui est très raide, donc forcément, je suis sur une position qui est très droite. Et c'est une des caractéristiques de mon ski. C'est vrai que jusque-là, on n'avait pas forcément de skieurs qui se tenaient très droit sur les skis. Donc finalement, cette blessure et ce handicap, je l'ai transformé en force et c'est, je pense, quelque chose qui a fait une de mes qualités sur les skis, quoi. Je gagne ce globe. Voilà, donc ça c'était une première case cochée, on va dire, au niveau de la discipline du slalom. Et c'est vrai que petit à petit se profile un petit peu le fait de vraiment devenir polyvalent et de s'installer. Donc tout le travail, en tout cas sur l'été 2009, a été un peu axé là-dessus. Tous les voyants étaient au vert et finalement il y a cette blessure qui vient m'arrêter net, une année de jeu. Alors que je suis en pleine bourre. Le géant de Beaver Creek, c'est le premier gros coup d'arrêt en carrière pro. Je pense qu'il se casse d'après les vidéos et tout. Lui, ce qu'il nous dit, ce qu'il ressent, c'est à la 4 ou 5e porte et il fait toute la manche. Voilà, sur le coup, j'ai quand même bien mal, mais après, je suis toujours dans le tracé. Donc, en fait, je vais au bout de ma manche, je me remets dedans. Et arrivé en bas, dans l'aire d'arrivée, il se tient le genou. Et là, on se demande ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on a téléphoné aux entraîneurs ou pas et là, on nous a dit qu'il s'était fait le genou et qu'il ne faisait pas la 2e manche. On apprend qu'il a une rupture des croisés. En plus, je pense qu'il se fait certainement
il se tire déjà le ligament avant sur le Super G, là, sur la vitesse pour l'Alpine Combine. Et puis surtout, c'est une année olympique. Moi, je perds un leader, lui, il perd un rêve olympique en pleine forme, en pleine bourre. Dans cette longue période de coupure, en fait, où du jour au lendemain tout s'arrête, on se dit la saison est terminée, et sur le plan familial, il faut l'accompagner, il faut être présent, en fait. Et puis, moi, je dirais, c'est pas forcément des paroles, mais c'est de la présence. Donc, quand il était alité ici, je remontais assez souvent, je quittais le magasin pour venir lui tenir compagnie un petit peu. Je suis pas quelqu'un qui passe beaucoup de temps au téléphone avec les gars. Souvent, je dis pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On a essayé de l'encadrer et d'accompagner au mieux, mais c'est sûr que dans ce moment-là, les athlètes, ils sont tout seuls. On a beau les appeler et tout, c'est eux qui sont tout seuls en face de leurs problèmes. Et quand ils sont sur un lit d'hôpital et que la saison, elle attaque et qu'il y a les jeux, et c'est dur. C'est très dur. On vit dans un groupe, dans un microcosme, tous ensemble, et du jour où on est blessé, en fait, on est éjecté, attention, hein, c'est pas qu'on vous pousse dehors, mais c'est que la situation fait qu'on est éjecté de ce microcosme et que on se retrouve à la maison tout seul avec ses béquilles ou son fauteuil roulant. Passer la déception, passer toute cette agitation autour de mon cas, c'est vrai que je me suis dit, on y passe tous dans le ski, c'est comme ça. Ça va te donner un hiver pour souffler, puis c'était aussi quelque chose de nouveau, hein. J'étais pas tout seul, il y avait d'autres athlètes avec moi. Quand on était sur les centres de rééducation, notamment à Hauteville, dans notre fauteuil roulant, on se faisait des petites parties de coin. Après, on s'est fait aussi avec Thomas Fanara et Thomas Frey, on s'est fait un petit week-end dégustation de vin en Bourgogne chez le parrain de mon frère. Pendant les Jeux, c'était sympa de pouvoir faire ça en total décalage avec le fait qu'il y ait les Jeux en même temps, quoi. Le système de rééducation était en train d'évoluer, avait commencé à évoluer, et c'est vrai que on allait vers quelque chose qui permettait de revenir sans problème d'un genou. Et il y a une chose qui m'a marqué énormément, c'est que quand il se blesse la première fois au genou, en 2009, et qu'on s'entraîne pour courir à Lévis, lui il s'entraîne, je ne sais pas pourquoi, on skiait en décalé, peut-être que ce moment-là il devait tester du matos, et du coup il skiait avant les autres. Il est resté voir l'écart qu'il mettait sur les autres. Il avait besoin, à l'entraînement, de mettre des différences chronométriques importantes. C'est-à-dire que les manches, elles se jouaient à plus de 2 secondes, à plus de 1 seconde. Et je pense que ça a été, pour lui, un point de repère. Je rattaque l'été 2010 sur les skis. Au bout d'une semaine, je suis quasiment revenu à mon niveau d'avant blessure, donc ça c'était aussi assez incroyable. J'arrive sur ma première course en retour de blessure à Lévis et je gagne cette première course, donc c'était une belle revanche par rapport à cette première blessure. On est en stage aux Arcs, on se prépare et puis je décide d'aller faire les nocturnes à Chamonix. Il ne voulait pas spécialement y aller, j'ai convaincu d'y aller parce que ça me semblait important avant pour préparer les champions du monde d'aller faire un slalom en nocturne. Voilà. Il nous en a parlé, et puis en plus il était un peu en colère parce que les conditions n'étaient pas bonnes, comme toujours en FIS, parce que les courses ne sont pas préparées de la même manière. Et là j'ai compris que JB, quand il sent pas les trucs, il vaut mieux pas essayer de le convaincre parce qu'il est respectueux. En fait, j'avais déjà une épaule qui était bien endommagée, plusieurs chutes, plus jeune. Et en fait, je retombe sur cette épaule à Chamonix entre Noël et Jour de l'An. Et en fait, je me fais une petite subluxation. J'ai l'épaule qui sort un petit peu, qui tient moins bien. Des douleurs aussi par moment, même si c'est pas insurmontable. Donc là, on décide de pas le faire opérer parce qu'il n'y avait pas le temps et de travailler sur ça, son épaule et sa rééducation. Personne ne savait s'il allait pouvoir faire le mois de janvier. Et puis bon, de fil en aiguille, les examens médicaux, ça allait. L'épaule, elle pouvait tenir, ça pouvait faire. Bon, il remonte sur les skis, il reskie. Et derrière, il reprend plus ou moins confiance. Et je crois qu'il doit faire 3e à la course de Wengen. Il gagne la course de Kitzbühel, il gagne la course de Schladming
et il est champion du monde. La saison se fait et le moment de l'opération approche. Derrière, sont apparus des problèmes qu'il avait eu petit, c'est-à-dire problèmes de dos. On s'est rendu compte que j'avais de nouveau des gros soucis de dos avec un disque qui était complètement usé, donc ça s'appelle un modique. Et en fait, j'avais les deux vertèbres il n'y a plus de disque, donc les deux vertèbres qui se touchent et ça crée de l'inflammation osseuse. Et c'était un stade quand même très très avancé. Donc en fait, je me retrouve à devoir rééduquer cette épaule, mais en même temps, j'ai un gros souci de dos qui finalement n'est pas lié à l'épaule. Je rentre vraiment dans une phase qui était hyper compliquée. Il n'arrivait plus à trouver la mobilité qu'il voulait, il avait mal au dos en skiant. Des moments, ça me réveillait dans la nuit, j'avais le dos en feu quand je me réveillais la nuit. Et c'était vraiment douloureux et vraiment très compliqué à gérer. Du coup, je remonte sur les skis, je rattaque ma préparation, mais dans un contexte hyper compliqué. Et il y a même des chirurgiens qui me disaient « mais on ne peut pas vous dire d'arrêter parce qu'on ne sait pas si dans 6 mois de repos, 1 an de repos, ça ira forcément mieux. » Et après, il y a un moment donné où il faut revenir avec les autres parce qu'il faut se confronter et puis voir. Et après, on lui a confié les clés du camion dans sa gestion à lui, alors pas des séances, mais de savoir ce qu'il est capable de faire et comment il peut le faire et combien de temps il peut le faire. Donc en fait, je fais la saison 2012 vraiment dans des conditions catastrophiques. Il s'est posé la question de nombreuses fois, est-ce que je fais bien de rattaquer, est-ce que je devrais pas m'arrêter, refaire le break sur une saison, voilà. Donc il l'a pas fait, mais du coup ça a été vraiment très très compliqué. Où on a insisté, mais à un moment donné il fallait arrêter parce qu'on s'est aperçu que le géant sur le niveau du dos, ça avait un impact important pour lui, plus que le slalom. Et puis il arrive en fin de contrat avec Rossignol. C'est un ski qui est plutôt très nerveux, c'est un ski qui demande physiquement, qui peut être moins tolérant pour le dos. Donc en fait j'avais choisi de passer sur Fischer, à l'époque Kostelic était dessus, donc voilà le grand rival, je me disais que ça fonctionnait. Hein. Et t'as essayé ski de géant à Val Thorens, et à Val Thorens il s'est recassé un genou. Ouais, c'était un peu l'enchaînement de tuile sur tuile et de blessure sur blessure, et c'est vrai que là c'était difficile de sortir la tête de l'eau, on va dire. Il y a cette opération du deuxième genou au printemps 2012. On a eu aussi la chance, je pense aussi bien l'un pour l'autre, de se blesser en même temps et de pouvoir faire toute notre rééducation et réathlétisation ensemble. C'est aussi vachement plus sympa de pouvoir le vivre ensemble parce qu'on vit les mêmes choses. En fait, au bout de 3-4 mois après l'opération du genou, on descend en rééducation à Saint-Raphaël pour attaquer la réathlétisation. Et donc, on démarre vraiment tout doucement avec des petits footings autour du stade là-bas du Krebs. Et je me souviens qu'en fait, j'arrivais pas à courir. J'avais mal, mais j'avais pas mal au genou, j'avais mal au dos. Donc, j'ai attaqué une rééducation du genou et il fallait que je cours pour commencer, que je trottine. Et en fait, j'arrivais pas à trottiner parce que j'avais trop mal au dos, quoi. Donc là, tu te dis, bon, je suis pas encore sorti d'affaire, quoi. Il y a la blessure physique, il y a la blessure mentale et il y a la reconstruction. Ça prend du temps. Après l'opération, on réapprend à marcher, après on réapprend à faire du vélo, et en fait, on franchit ces étapes les unes après les autres. Au début, elles peuvent paraître totalement insurmontables, et puis finalement, le jour où on remonte sur les skis, c'est quelque chose qui se fait totalement naturellement. Finalement, de 2010 à 2013, c'est 3 années de galère, et entre-temps, il y a un peu l'arrivée de Marcel Hirscher. Peu de temps après, il y aura celle de Christophersen. Donc, on est dans une discipline qui évolue vite, où tu as des jeunes qui arrivent. Puis on va dire qu'à la sortie de la saison 2013, ça y est, c'est la bouffée d'oxygène, c'est mon premier printemps où je peux partir en vacances. La saison 2013-2014, donc là il a fait une préparation qui était complète. En fait, pour moi, c'est un peu la dernière année où je skie avec du recul, encore sur la lancée de mes premières années de Coupe du Monde, donc c'est-à-dire avec de la confiance, sans me poser de questions, avec du détachement, et je fais une super année parce que je passe de 23e mondial à 8e mondial. C'est l'année des Jeux Olympiques à Sochi, ça. C'est quand même un gars qui a toujours été présent sur les courses à médailles. Je suis très bien positionné après la première manche au jeu, je suis 5e, donc je suis vraiment en posture pour jouer une médaille. Bon, la deuxième manche, on a eu un traceur qui a tracé quelque chose un peu spécifique qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de coureurs. On voit ça une fois dans ta carrière et il faut que ça tombe au jeu, quoi. Donc, il y avait peut-être un peu trop d'excitation aussi de sa part parce que là,
Elle était là, la médaille. Elle était à côté, quoi. Il fallait la prendre. Elle était juste là. Il l'a touché du doigt. Hein. Je sors de cette saison 2014, je me dis bon bah c'est bon, ça y est, je suis relancé, tout va bien, les blessures sont derrière, je suis revenu aux avant-postes, et puis en fait j'attaque la saison 2015, je sors à la première course, après je refais 2-3 trucs corrects, et puis de nouveau grosse contre-performance, voilà, les plus grosses que j'ai connues. C'est sûr que l'état d'esprit, il était il était vraiment complètement, il savait plus où il en était. Il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait, ça fonctionnait pas. Je me rappelle bien la course de Auray, justement, cette année-là. Et j'ai regardé la course à la télé. Et il y a quelque chose qui m'a complètement marqué sur cette course, c'est que je ne reconnaissais pas Jean-Baptiste Grange skier. Et notamment sur les enchaînements de figures où il se faisait dépasser par la vitesse, comme s'il skiait sur des rails, comme si la chaussure ne lui permettait rien du tout. Je tergiverse un peu avec mon matériel, j'essaye un peu trop de choses, et en fait petit à petit dans la saison je perds confiance. On a réessayé les chaussures, même si on n'avait pas des conditions tout à fait optimales pour les réessayer, il fallait quand même les remettre. Je pense que le choix qu'il a fait à ce moment-là, il était judicieux parce que derrière, ça a tout de suite remarché, c'est-à-dire qu'il est revenu à faire des places dans les 10. Et en fait, les 2 dernières courses de janvier, donc avant les mondiaux de 2015, c'est Kitzbühel et Schladming, et en fait, je suis aux fraises complet, à la rue, pas dedans, lessivé. Voilà, il avait pas eu de bons résultats avant, et voilà, il a trouvé en lui les ressources, mais on sait pas où, mais je dirais même, il était prêt à arrêter le ski à ce moment-là. L'état d'esprit, c'était ça. La veille des championnats du monde, c'était dire non, mais je vais mettre les skis au placard, ça va plus, quoi, ça sert à rien, si j'arrive pas. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai eu des parents et une famille qui a toujours été là pour m'épauler dans les moments difficiles, voilà, par des petites attentions. Et c'est aussi comme ça que mes parents fonctionnent, et encore plus mon père. Hein. C'était pas forcément des paroles, mais c'était beaucoup d'actions. Hein. On va dire que ma mère, ça a été un petit peu finalement la confidente, l'oreille et presque la prep mentale sur toute la première partie de ma carrière. On est parti aux États-Unis à Beaver Creek pour courir les championnats du monde avec quand même une confiance un peu limitée, quoi. Un peu limitée. C'est vrai qu'il skiait pas top sur les premiers entraînements. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois JB s'énerver et nous mettre tous à l'heure. C'est la seule fois, mais c'est pour ça que quand quelqu'un comme ça réagit comme ça, il faut être bien à l'écoute, parce qu'on se dit, bon, là, c'est qu'on n'est pas très bon, là. Et en fait, ça a vraiment fait tilt à tout le monde, parce que comme il s'énerve jamais, ils se sont dit... il y a quelque chose qui va pas. On est à des entraînements et voilà, la coupe elle est un peu trop pleine, et en fait je chope les coachs à la fin de l'entraînement, je chope mon technicien Loïc, et voilà, je pousse un bon coup de gueulante parce que il y avait des attentes, et moi j'avais beau avoir fait plein de belles choses, je peux pas non plus inventer les choses. Donc je pense que c'était un coup de gueule, voilà, par rapport à ça, un agacement. Et en même temps, ça m'a permis de m'affirmer, de m'exprimer. Et puis derrière, il est parti se reposer à Denver, comme il a eu fait à chaque fois qu'il a géré ces genres d'événements. Il est revenu sur les skis, on a fait 2 séances de ski. Ils ont arrosé une piste, injecté une piste, les entraîneurs, parce que ça commence à se dire que le slalom sera injecté. Ils ont sorti les barres, les lances à incendie, ils ont arrosé la piste pour le slalom. Et là, ils ont sorti une vitre. On a eu le droit d'aller faire une petite séance de ski libre. Et moi, j'y suis pas allé, mais JB il y est allé, et il est revenu, il m'a dit c'est du carrelage. Le haut, ils ont arrosé la lance, honnêtement, c'est inskiable. Et je lui dis, et ça te plaît ou pas? Et il m'a pas répondu. On arrive sur le ski libre, il voit que c'est bleu carrelage, et d'un coup la banane. Et là, on n'a plus vu la même personne. Là, voilà, la confiance revient très vite, les repères se refont très vite. Et en fait, j'enchaîne 4-5 manches par matinée, sur 2-3 matinées où je suis vraiment tout le temps devant, et mon ski est en place. Beaver Creek, c'est une arrivée à 2800 mètres d'altitude,
un départ à 2009, donc c'est très exigeant physiquement. Et là, il y avait 3 types de neige en plus. Il y avait du carrelage sur tout le haut. Ensuite, c'était de la neige agressive et en bas, c'était de la neige un peu il neigeait. Hein. Donc voilà, c'était une météo qui était compliquée. Et JB, voilà, fidèle à sa ligne de conduite, fait une manche très propre. Et il est dans le match. Il est dans les 5 premiers. Je me souviens de l'appréhension de passer la ligne et de regarder le tableau et de me dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait, parce que j'avais vraiment été marqué par ces 2 dernières courses où tu arrives en bas et t'es dernier et tu te dis oh là là, c'est horrible quoi. La deuxième manche, il tombe des patins gros comme le poing. C'est la vraie baston. Il a ses expériences de 2009-2011. Ce qui était fabuleux sur cette manche, c'est que je pars et en fait, je suis positionné parfaitement sur mes skis. C'est une journée où des fois, tu peux être trop en arrière, trop tendu. Et là, en fait, tout était réuni. J'étais parfaitement installé sur mes skis et j'ai pu. Et puis, j'étais surtout aussi vraiment dans ce qu'on appelle dans le flow, dans l'instant T. Et je vivais ma manche. Il arrive en bas, il est en tête. Putain, je me dis là, ça peut jouer. Puis il y en a 2 qui partent. Et puis il est toujours en tête. Là, donc là, il avait une médaille, clairement. Et là, il y a quand même vraiment eu une émotion où j'ai des larmes qui sont montées de me dire, j'ai cette médaille, quoi. Et après, par contre, c'est du délire, quoi. Enfin, quand le deuxième et Marcel Hirscher passent en dernier. En fait, là, je pense que je suis sur une autre planète, quoi. Je me rends même pas compte de ce qui se passe, quoi. Et puis j'arrive à la dernière bosse. Et là, il y avait David Chastain qui était là. Et en fait, je me retrouve au même endroit que lui au moment où Hirscher, il sort. Et en fait, il sort devant nous. Et voilà, en plus, il enfourge, donc tout arrive très vite. Et là, tu te dis, ah ouais, non mais en fait, je suis champion du monde, quoi. Donc voilà, je jette mon ski, je crois. Et donc là, JB est champion du monde de ski, quoi. Et là, le moment incroyable, il est à côté de moi, on s'est même pas calculé, on s'est pris dans les bras, on pleurait tous les 2. Il y a tout qui remonte parce que il y a eu ces difficultés juste avant, il y a eu des années de blessures, il y a eu des années sans podium. Et en fait, à la course ou avec les jeux, la course la plus importante qu'on ait, je réponds présent. Et lui, avec son métier et son mental, il a monté son niveau ce jour-là et est allé chercher un 2e titre qui était fantastique, d'émotion. Parce qu'avant, c'était quand même pas facile. Le retour, c'est aussi la grosse folie à Valloires. Il y avait 6-7 000 personnes et c'était la folie. Voilà. C'était même du délire parce que tu avais des gens... il y avait une masse énorme de gens. Parce qu'en plus, on est en plein février et en fait, je suis passé au milieu de la foule pour monter sur l'estrade et je me souviens qu'il y avait des gens qui se faisaient compresser contre l'estrade, des gens âgés, des jeunes. Enfin, c'était la cohue totale, quoi. C'était la folie. Dans le 5e épisode, vous suivrez l'arrivée de Clément Noël sur le chemin de Jean-Baptiste Grange, l'apparition du tout nouveau champion olympique de slalom aux Jeux de Pékin, à l'époque jeune pépite du slalom français, coïncide avec la volonté de Jean-Baptiste de prolonger sa carrière sur le circuit de la Coupe du Monde, l'envie du skieur de Valloires transmettre son expérience et son savoir. C'est ce qu'on avait insufflé dans nos grandes années au groupe technique, et là c'est ce qu'on a essayé d'insuffler au groupe de slalom, hein. Donc voilà, et puis en même temps il y avait à la fois à apprendre de Clément le petit jeune et à la fois nous on avait à lui apporter, hein. Une longévité s'accompagnant aussi de l'évolution du slalom et du matériel, des aspects qui seront abordés par le skieur de Valloires et ses proches en équipe de France de ski, l'occasion de comprendre quel impact a eu le passage de Jean-Baptiste au niveau mondial. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 5e épisode de Slalom sur podio.fr. Podio, c'est P-O-D-2-I-O. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le manquer et n'hésitez pas à noter, à liker, à commenter et surtout à partager ce podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux.